Dans un monde normal et dans la configuration d'un Euro qui arrive en juin avec une préparation, Axel Witsel, c'est non merci quoi. Salut tout le monde, vous regardez Le Noyau Dur, votre émission 100% noir, jaune, rouge, votre émission de passionnés pour des acharnés, une émission radicale, vous commencez à connaître le principe. On est sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, mais aussi en podcast sur Apple et sur Spotify, donc n'hésitez pas à nous écouter, n'hésitez pas à nous regarder si vous êtes fan du ballon rond et de notre petit pays. Ben, c'est ici que ça se passe, dans Le Noyau Dur, avec des invités qui sont chauds, des chroniqueurs qui sont chauds pour parler football, avec, pour commencer, Clément de Joueur Belge. Salut Clément. Salut Malik, tu vas bien? Bah oui, super, tout va bien, nickel. Bah, on est content mieux. de te voir parce que je pense même que ça fait plaisir à Sacha. Ouais, c'est mon chouchou. Ça faisait beaucoup. un petit mois qu'il n'était pas là, il était tout triste. Faut pas le dire trop devant Musamel parce que tu vois, je sens qu'il est offensé. Mais non, mais tout le monde c'est plutôt pour... Tu sais, tout le monde a droit d'avoir des chouchous. On a tous des C'est plutôt pour Jules. C'est la patte artistique. C'est un artiste. Je veux révéler cette parole. Roberto, c'était qui son chouchou? C'était, on peut dire Witsel. Ben Oui. voilà, t'es un peu le Axel Witsel. T'es le Witsel de Sacha. Martinez. Mais moi je viens que... Non, de Sacha, Moi je ne viens que pour Sacha. Hein. Ah bah oui, c'est bon, on l'a compris. Mais bon, on est très content de t'avoir parce que ça va être une belle émission ce soir, comme d'habitude, avec aussi, et on l'a vu, on l'a entendu, Sacha Tavoleri. Salut Sacha. Salut Malik, toujours 100% belge, toujours 100% radical, avec un invité de prestige encore une fois dans cette émission. Je suis extrêmement ravi d'être avec vous les copains. Bah oui, comme le disait Sacha, on a un bel invité, on a une belle émission ce soir et aussi un chouette chroniqueur. Hein. Ça fait un mois aussi qui n'était plus venu, mais on est très content de le voir. C'est Musamel de Belgium. Salut les gars, ça fait un petit moment, c'est vrai. Bon, on essaie de ramener un petit peu de soleil malgré le mauvais temps ici. Hein. Bah, je suis sûr que voilà, l'émission va bien se passer. On va tous prendre du bon temps avec notamment notre invité qui, bon, on va le présenter quand même si son CV est assez incroyable, international, une expérience à l'étranger, dans nos plus grands clubs. Je le présente tout de suite, c'est Jonathan Legère. Salut Jonathan. Bonjour. Un petit clap, non, On clappe. Hey. Bonjour à tous, merci à Sacha et à toute l'équipe de m'accueillir. Ben, ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir parce qu'en plus on en parlait un peu en off avec Sacha. Moi en tout cas mon souvenir de cette génération qui a commencé à décoller en Belgique, ben, t'étais présent, tu faisais partie de ces joueurs qui ont commencé à nous faire rêver et où on s'est dit il y a peut-être encore de l'espoir Sacha finalement, on peut avoir du talent. Bah, c'est sûr, faut mettre du respect sur la carrière de Jonathan Legard, faut mettre du respect sur cette carrière surtout de ces joueurs qui ont une carrière qui a permis à d'autres talents de tout doucement se mettre en avant et puis d'avoir aujourd'hui la Belgique qu'on connaît. Quelque part, c'est la première pierre qui a permis de construire les jeunes talents sur lesquels aujourd'hui tout le monde est en train de rêver. Et il fait partie de cette génération-là, Jonathan. Bon, t'as vu Jonathan, est-ce que il n'y a qu'une émission où on peut t'accueillir comme ça, hein. C'est ici, c'est le Noyau Dur. On t'accueille comme un roi. C'est pour ça que je vous remercie de m'accueillir comme ça. Non, mais c'est vrai, on va peut-être repréciser vite fait. Donc Anderlecht, l'Olympiakos, Standard de Liège, une expérience en Turquie. Et maintenant, joueur-coach à Averland, explique-nous un peu. Ouais, en fait, j'ai fait mes cours d'entraîneur, donc l'UFA, qui est le dernier diplôme avant la licence pro. Et pour continuer en fait l'UFA, il faut être adjoint ou TE dans un club de minimum D2 amateur. Et je devais suivre ma formation à Visé, mais bon voilà, il y a eu 2-3 petits problèmes là-bas. Et donc, j'étais avec mon ami Mario Franchi, qui est un peu dans le club de Verlaine, et c'est pour lui que je suis venu aussi. Et en même temps, ça me permet un peu de garder un peu la ligne, pour pas... oui, ça va aller vite. Ça va, je la tiens bien, forme, donc voilà, aussi de pouvoir aussi continuer un peu à jouer, parce que c'est quand même mon sport, et j'aime quand même bien le foot, je ne me vois pas sans football. Et en plus, en même temps, je peux faire mes cours. Donc voilà, ça se mettait bien les deux. Et bon, voilà, on essaye de faire mieux pour être T2 et bien assister Mourad Lachape, qui est mon coach, qui a pour moi de bonnes idées et qui est pour moi un très bon coach. Et en même temps, mon expérience d'ancien joueur avec tous les coachs que j'ai eu, parce que j'ai eu, à mon avis, une 50aine de coachs différents et de nationalités différentes. Donc je pense que dans des coachs, j'en ai vu, des manières d'entraînement, j'en ai vu plus d'une. Et donc voilà, on essaye de faire le maximum pour essayer d'amener un petit truc à Berlin. Ce que je voulais savoir aussi, parce que c'est intéressant, quand on a une grande carrière comme celle-là, avec, que tu l'as dit, énormément de coachs, que tu as rencontré énormément de joueurs, le switch, l'après-carrière, c'est un peu compliqué ou pas, où on finalement s'habitue d'être moins sur les terrains de la D1, du milieu pro, etc. Si je peux parler juste d'ajouter un truc, j'ai vu une interview de Didier Drogba qui disait « Moi, ça me fait du bien de présenter le Ballon d'Or, en fait, parce que je retrouve
cette excitation des terrains que je n'avais plus, qui me maintiennent en vie, qui me maintiennent en forme et qui me permettent justement, tu parlais de tenir la ligne, de me tenir quand même relativement, je dirais, in shape, comme on dit, tu vois. Est-ce que tu sens aussi ça, ce besoin d'être quand même encore actif dans le milieu, etc., pour continuer d'avoir cette grinta, continuer à vibrer, quoi? Ouais, bien sûr. Bah, c'est pour ça que je suis là. Sinon, je pense que j'aurais arrêté. Mais bon, voilà, je me dis que tant que tu peux, il faut quand même faire quand même un minimum. Et si tu peux en plus être dans une équipe de foot, c'est encore mieux parce que là, tu as vraiment une vraie vie sociale. Donc, tu partages beaucoup de bons moments. Et je suis dans un club comme Verlaine qui est extraordinaire parce que c'est un club, je pense, dans tous les clubs que j'ai fait, bon, à différents niveaux, mais même à plus bas niveau, ben, c'est un des clubs vraiment où tu t'amuses vraiment beaucoup. Il y a vraiment une bonne cohésion. Donc, c'est aussi pour ça que je suis redescendu, pour finir mes cours d'entraîneur, ça c'est comme la priorité. Mais la deuxième chose, c'est aussi pour partager aussi tous ces moments-là dans des clubs, voilà, qui sont peut-être un peu plus bas, mais qui ont plus aussi, familiaux. voilà, familiaux, mais qui ont quand même aussi une étiquette et quand même aussi un avenir et aussi des ambitions de pouvoir espérer à un moment donné arriver. Aussi, je dis pas d'arriver en D1, mais de pouvoir grandir les échelons petit à petit et d'instaurer aussi au club de pouvoir se professionnaliser tout doucement au niveau des infrastructures et essayer de goûter peut-être au niveau de amateur ou peut-être voir la D1B, peut-être dans un futur lointain ou moyen terme. Mais je veux dire, voilà, il y a des ambitions et c'est ce que j'aime, c'est que... 4e échelon national, hein, le D2 amateur. Alors, hein, c'est quand même un niveau relativement différent, mais tu le sens aussi, toi, t'apportes aussi ta patte, tu sens que les joueurs avec lesquels tu joues et que tu entraînes apportent aussi, ont besoin aussi de toi sur certains conseils, etc. Ils viennent vers toi en disant, ah, tiens, est-ce que tu m'aiderais là-dessus? Ou alors toi, t'aurais fait quoi? Tu vois, ils se servent de ton expérience, en fait. Bah, je dirais pas qu'ils se servent de mon expérience. Maintenant, ils sont à l'écoute. Donc, déjà, ça, c'est déjà très bien parce qu'on a un très bon groupe. Donc, déjà, le fait d'être à l'écoute, c'est déjà bien. Déjà, quand tu expliques quelque chose, tout le monde est à l'écoute. Il y a personne qui te contredit. Donc, déjà, ils savent, allez, qu'à 80-90%, tu as raison parce que raison à 100%, tu n'as jamais raison, toujours raison. Mais je veux dire que toutes les petites infos que je donne, ben, voilà, j'essaye qu'elles soient claires et efficaces et essayer que ça puisse les aider. 2-3 infos sur le match. C'est une bête stat, mais par exemple, les phases arrêtées, c'est moi qui prépare les phases arrêtées. Ben voilà, j'essaye, on n'a pas beaucoup de temps, c'est 2 entraînements en semaine. On arrive dans des périodes compliquées, on n'a qu'un demi-terrain certaines fois. Donc voilà, ça fait partie, mais on a déjà mis 6 ou 7 goals sur phase arrêtée. Donc ça porte quand même ses fruits. Et voilà, donc même à ce niveau-là, ben, on peut quand même mettre des petits trucs en place avec 2 entraînements en semaine. Au niveau tactique, c'est la même chose. On essaye de leur donner quelques infos. Mais voilà, des fois, ça prend un peu plus de temps. Bah donc, je crois qu'en fait, j'ai la réponse à ma question qui était de se dire ça n'a pas été compliqué pour toi de switcher parce qu'en fait, le football était toujours présent et tu as pu t'adapter très vite en fait à ta nouvelle vie. Je m'adapte toujours. Je sais d'où je viens déjà. J'ai commencé dans un club de 3e provincial. Donc après, quand tu as grandi et que tu as vu ce monde-là, après, ça reste quand même ta vie. Et pour moi, j'ai pas de problème d'avoir été 20 ans professionnel et de devoir commencer et dans un club qui est peut-être 4 divisions avec des infrastructures qui sont pas le Standard et Anderlecht. Ça, on est bien conscient. Mais pour moi, c'est... Allez, quand tu aimes le travail et quand tu aimes le football, allez, c'est pas ça qui doit t'arrêter. Donc, je pense que là, je me mets pas la pression. Je commence où je pense pour moi le mieux. Maintenant, je dis pas que mes ambitions sont de rester là, loin de là, parce que je me vois comme dans un club professionnel, au niveau même de la charge de travail et de ça, et des entraînements. 2 entraînements, c'est quand même très peu, donc je me vois quand même dans un club où il y a minimum 4-5 entraînements. Mais voilà, c'est comme pour tout, moi, tu prends le temps de bien préparer voilà, tout ça, quoi. c'est ce que je veux faire, prendre le temps, et voilà, je ne mets pas de pression. Ben, c'est important de le souligner parce que c'est vrai, on oublie souvent de rappeler qu'en fait, le football, c'est pas non plus une science. Faut apprendre petit à petit et qu'il y en a beaucoup qui, parce qu'ils ont un nom peut-être, pensent tout de suite qu'ils vont devenir coach. Voilà, la pique a été lancée, c'est fait. Bon, bah ok, d'accord, elle a décidé de réveiller tout le monde, c'est très bien. C'est le petit tac. Mais justement, question un peu piège, mes amis. Vous avez des souvenirs de Jonathan Lejar, vous qui êtes né dans les années 2019? Moi, j'ai de vagues souvenirs. Doucement. Moi, j'ai de vagues souvenirs. Je crois un match contre l'Autriche, peut-être. Oui. Ouais, je pense que ça doit être ça. Quel match? Oui, tu fais un énorme match, mais c'est, je crois, un des résultats les plus frustrants, je pense, de l'histoire de notre football quand même. Hein.
Ouais, c'est vrai, c'était le plus frustrant parce que c'était un match vraiment capital, un match vraiment important. Et sur deux petites erreurs, bah, on est, ils reviennent au score et à cause de ça, un goal dans la dernière minute, bah, ça nous plombe un peu et à cause de ça, on va pas à l'Euro. Ouais. Donc Ouais. voilà, je pense que. On aura l'occasion de revenir un peu sur ta carrière aussi internationale, hein, mais on va tout de suite lancer le premier sujet, messieurs, de la soirée, sur les Diables Rouges, justement. Et je tiens d'abord à féliciter nos gagnants, parce qu'on avait lancé un concours, hein, souvenez-vous, pour faire gagner des places, hein, pour aller voir les derniers matchs au Stade Roi-Baudouin de l'équipe nationale. Les gagnants ont été prévenus par mail, hein, donc félicitations à vous, et j'espère que vous avez profité, parce que je crois que ça sera une belle fête avec notre équipe déjà qualifiée, mais on est sûr que ce sera des beaux matchs. Allez, on lance tout de suite le premier sujet, Diable Rouge. La question de ce soir par rapport au Diable Rouge, messieurs, c'est simplement de savoir est-ce que c'est une obligation d'être tête de série pour l'Euro? Clément? Oui, parce que t'as d'office un avantage à la tête de série. Après, avoir les équipes qui seront pas tête de série, parce que parfois il y a des grosses équipes qui ne sont pas tête de série, mais ça fait beaucoup de fois le mot tête de série. Mais forcément, t'as plus de chances de Mais tomber qu'est-ce qu'une tête de série, Clément? Mais t'as plus de chances d'avoir un groupe abordable en étant tête de série, parce que forcément les adversaires en dessous doivent être un peu inférieurs. Donc obligation, je sais pas si c'est une obligation, mais ce serait un avantage clair. Un Ouais. avantage, Sacha, je rappelle juste le groupe, donc la Belgique premier forcément avec 17 points, suivi de l'Autriche 16 points. Bon, effectivement, il faut pas faire de faux pas face à l'Azerbaïdjan parce que, à mon avis... Voilà. Et puis on a un avantage au niveau des buts, un avérage de buts, une différence de buts complètement positive. C'est-à-dire que le seul pays qui pourrait vraiment dépasser la Belgique au niveau comptable, c'est la Hongrie. La Hongrie qui a quand même des matchs au niveau, je dirais, géopolitique extrêmement compliqués à gérer. Il y a notamment un déplacement en Bulgarie. Pour la Hongrie, c'est jamais facile d'aller se déplacer en Bulgarie. On connaît un petit peu tout ce qui peut se passer autour de cet enjeu sportif. 17 buts marqués, je te coupe 2 secondes, la Belgique, 4 goals encaissés. Oui, Voilà. donc voilà, ils sont largement devant au niveau comptable. Et puis surtout, il y a peut-être l'occasion aussi face à l'Azerbaïdjan d'aller justement puiser un peu. Mais sur la question de dire est-ce que tête de série c'est bien, au final, oui, parce que forcément ça envoie un message à l'Europe, ça envoie un message aux gens. Et dans ce que tu, à un moment donné, veux montrer en fait en tant que Belgique, c'est super intéressant. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais par contre, est-ce que ce serait pas non plus le côté de dire est-ce que c'est pas la facilité en fait, tu vois ce que je veux dire, est-ce que c'est pas le complexe de dire oui on va être dans un groupe qui forcément sera plus facile à gérer, donc on a plus de chances d'aller en huitième, est-ce qu'on n'irait pas tout de suite se confronter face à un gros pour à un moment donné voir un peu ce qu'on vaut et puis essayer aussi par la suite de rentrer sur le terrain directement avec des vraies ambitions parce que on aura peut-être une grosse performance face à une grosse nation et derrière on peut développer notre tournoi. Ça aussi c'est une autre façon de le prendre, tu vois. veux dire que ce serait peut-être pas inintéressant de tâter directement le terrain face aux grosses nations pour voir où on en est en fait. Parce que les amicaux, quelque part, alors il y aura un amical en mars face à l'Angleterre qui sera extrêmement intéressant à analyser, mais il faut quand même faire le saut de qualité quelque part et en termes d'intensité et d'impact, rien ne remplace une compétition officielle. Jonathan, qu'est-ce qui est le mieux comme le dit Sacha, d'être direct dans le bain et d'affronter des grosses nations pour voir où on en est, ou tout simplement le faire comme on l'a fait comme d'habitude, c'est-à-dire être tête de série, ça nous permet d'avoir au moins peut-être des équipes un peu plus faciles, un peu plus abordables. Pour moi, maintenant, toutes les équipes qui vont être à l'Euro, c'est des équipes qui vont pas être faciles à jouer. Quand on regarde leurs deux matchs, même la Suède, le match et l'Autriche, moi j'ai regardé le match contre l'Autriche, ils ont, pour le même prix, ça peut être 2-3-0. À un moment donné, c'est parce qu'ils ont joué vraiment fort haut, ils sont partis en contre et les contres sont bien passés. Mais je veux dire que pour moi, être tête de série ou pas, si tu as l'ambition de gagner l'Euro et si tu as les qualités pour le faux, pour moi, tu ne dois pas calculer. C'est pas... La France, elle s'en fout d'être tête de série ou d'être... Donc je pense que la Belgique, elle doit créer personne et elle doit jouer son jeu. Et je pense pour moi, ça ne change rien du tout. Mais est-ce que c'est pas une fausse excuse de se dire voilà, on est tête de série parce qu'au final, on a peur, quoi qu'il arrive, sur qui on va tomber, monsieur? Non, je pense pas. Moi, je pense que la Belgique doit d'être premier de groupe. On a les qualités pour. Et pour moi, quand on commence une compétition, moi, je le vois comme le commencer petit à petit. On se lance tout doucement et quand il y a les gros, on jouera les gros. Parce que si on tombe dans un groupe où il y a un gros et qu'on se casse la gueule sur peut-être une ou deux erreurs,
ça peut plomber tout un Attention, tournoi. parce que premier de groupe ne veut pas dire être tête de série. Ouais. Ce sont les 5 meilleures Ouais. nations qui finissent premières de toutes les, de tous les, justement, nations qui auront terminé première de leur groupe. Donc ça, Ouais, bien sûr. c'est important. Ça veut dire que tu fais partie du nectar, en fait. T'es vraiment dans ce groupe dans lequel figurera certainement le Portugal, l'Angleterre, la France. Tu fais partie de quelque part le chapeau qui est considéré comme les favoris pour la compétition. Non, mais ce que dit Muse est intéressant parce que quand on regarde d'autres équipes comme dans les présentes compétitions, la France qui a toujours eu des tirages abordables, a toujours commencé un peu au petit trot. Et quand on regarde l'Allemagne, à chaque fois, c'est des groupes pas faciles et on se demande toujours est-ce que l'Allemagne est vraiment moins forte alors que finalement, elle a eu plutôt des groupes difficiles. Donc c'est vrai que c'est compliqué à se dire. Ouais, Est-ce avec que l'exemple de la Coupe du Monde, le groupe de l'Allemagne était dur. est-ce que Ils ça sont voulait cassés dire la pour gueule. autant que l'Allemagne était mauvaise en plus? Non, Ils je sont pense cassés pas. la En fait. gueule et voilà. L'Allemagne, Ouais. c'est certainement une des pires Allemagnes depuis des années. Mais je On pense peut pas qu'elle était c'est si une mauvaise. Allemagne cataclysmique, horrible. Oui, parce que tu dans te tous les bases sur secteurs de l'Allemagne, jeu. T'as Ouais. pas, attends, tu prends l'Allemagne qui a été championne du monde, c'est en 2014, je 14, pense, Ouais. et qui a mis Brésil. le fameux 7-1 ou C'est le Brésil, ouais, face au ouais. Brésil. Voilà, on parle quand même d'une autre équipe qui est Dira Kroos à son prime. T'as quand même d'autres joueurs devant. Il y a le vieux Thomas Müller qui est encore là, mais c'est quand même autre chose. Même en 2014, t'avais encore Miroslav Klose. Enfin, tu vois, t'avais quand même des vrais buteurs et tout. Non, en comparaison Derrière, par rapport à c'était celle-là, beaucoup plus solide. c'est vrai. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. L'Allemagne d'aujourd'hui, c'est du pipi de chat par rapport à 10 Mais ans même avant. Non, sur non, non, parce le que- papier, c'est pas sexy du tout, C'est l'Allemagne pas d'aujourd'hui. sexy, non. Non, mais quelque part, ils n'étaient pas non plus dégueulasses. Ils n'étaient pas non plus dégueulasses. Ils sont tombés sur des équipes qui étaient morts de faim, qui voulaient se taper la. Moi, je vois que l'Allemagne actuelle se fait taper 4-1 contre le Japon. Je me dis que si tu te fais taper 4-1 contre le Japon en amical, c'est pas nécessairement Oui, que t'es la meilleure Allemagne. Bien sûr. Et puis même, la prestation qu'ils ont fait contre la Belgique était quand même aussi Ouais, loin ouais. d'être très bonne. Mais on revenait sur les précédentes Mais il y a compétitions. aussi ce complexe d'infériorité, vraiment, de dire aujourd'hui, il faut qu'on soit absolument tête de série parce que comme ça, au moins, on va avoir des petits, etc. Et comme le dit Jonathan, les petits, ça n'existe plus aujourd'hui dans le football. Tout le monde peut taper tout le monde. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, la Norvège peut se retrouver par miracle grâce à des barrages via la Ligue des Nations à l'Euro. Mais excuse-moi, Haaland, il peut te mettre un triplé et à un moment donné, Wout Fass, il peut voir noir à un moment donné aussi dans le match. Voilà, ça peut se passer. Alors que, je veux dire, si tu regardes l'intégralité de l'équipe de la Norvège, la Belgique est quand même globalement largement supérieure à la Norvège, quoi. Là, tu prends le match de. Pas besoin d'aller très loin, Belgique-Autriche. Oui, mais l'Autriche n'est pas meilleure que la Et Belgique. attends, loin de là. regarde la défense de l'Autriche. Regarde un peu la défense. Kevin Danso, on n'a pas un défenseur central comme Kevin Danso en Belgique. Hein. Non, T'as mais vu la pour dire- qualité du mec ou On quoi reviendra sur ça parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet important que tu voulais aborder, la ouais. défense en Belgique. On reviendra un peu plus tard, mais sur simplement cette obligation d'être tête de série. Donc du coup, pour conclure ça, est-ce que voilà, encore en Belgique, on doit penser à ça? Est-ce qu'on doit se dire vraiment qu'on doit faire partie de ces nations qui doivent avoir... Pour moi, là, dans la situation dans laquelle on est, avec un nouveau coach, une nouvelle équipe, il faut qu'on essaye un peu de tabler sur ça quand même. Dans 2 ans, si jamais l'équipe continue de bien évoluer, qu'on se retrouve avec une vraie Belgique à un très bon niveau, pas comme maintenant, parce que pour l'instant, on gagne, c'est bien. On joue pas extraordinairement bien, mais on gagne. Mais tu vois, cette équipe va encore grandir et je pense que quand cette équipe sera plus mature, là, on devra plus s'occuper de ça. Mais C'est justement, vu qu'elle doit grandir, est-ce que c'est pas mieux direct d'apprendre avec des grandes nations d'entrée de jeu plutôt que de se bon. Moi, conforter? je pense que c'est plus jouer des gros matchs, enfin des matchs dans un grand tournoi plutôt que de directement de se taper les grosses nations. Et quand tu dis grandir, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu parles d'une équipe, d'un collectif belge qui doit grandir en jouant ensemble, ou est-ce que tu parles des joueurs qui individuellement doivent aller Dans les chercher deux cas. des trophées collectifs, Les deux. comme un Jérémy Doku en première ligue, etc. Les deux. Ok. Cette équipe, tu as encore beaucoup de joueurs qui se découvrent. Donc, et ça se sent dans certains matchs qu'il n'y a pas encore des automatismes très, très bien acquis. Et et même individuellement, tu as des joueurs qui n'ont pas encore assez d'expérience. Par exemple, un Doku, forcément à City, dans 1 an ou 2, ce sera une machine de guerre, c'en est déjà une maintenant. Mais je pense par exemple à un Bakayoko, Amadou Onana dans un autre collectif, peut-être plus fort. un Amadou Onana Moi, j'ai peut-être tout- aussi. j'ai Même tout- si Amadou j'ai toujours Onana, un peu c'est peur avec déjà... ces prévisions de se dire, d'office, dans 1 ou 2 ans, on est tous d'accord, c'est vraiment des super joueurs, mais on en a vu tellement dans l'histoire du foot en quelques mois, quelques années, des joueurs qui disparaissent très vite. Ça me fait toujours un peu peur avec se dire, de toute façon, dans quelques années, on aura quand même les joueurs qui seront au top niveau tout le temps. Mais voilà, vous êtes vraiment convaincu de ça? Enfin, je sais pas.
y a eu un phénomène, je ne sais pas ce que tu en penses, Jonathan, à un moment donné, où on parlait beaucoup des talents gâchés ou des joueurs qui avaient beaucoup de talent mais qui n'exploitaient pas vraiment à 100% ce qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que la mentalité du footballeur, elle a changé. C'est vraiment work hard, play hard, quoi. On est vraiment là-dedans, quoi. Mais bien sûr, mais déjà maintenant, il y a déjà un gros avantage, c'est que maintenant, plus tu es jeune, mieux c'est. Moi, je me souviens toujours à mon époque, quand j'ai commencé à jouer à 16-17 ans, j'étais le plus jeune joueur du groupe avec Van den Borre. On était 2 sur 30 joueurs et la moyenne d'âge était 29 ans. Maintenant, la moyenne d'âge de toutes les équipes, c'est 22, 23, 24, 25 max. Donc voilà, c'est maintenant, on mise beaucoup plus sur la jeunesse. Et en équipe nationale, ben, ils doivent prendre le temps. Et moi, je trouve ce qu'a fait Tedesco, c'est top. C'est que lui se voit là sur le long terme, donc sur au moins 4 ans. Et il veut construire. Donc lui, il se dit, il y a quoi? Il y a l'Euro, et puis il y a la Coupe du Monde, et puis encore l'Euro. Donc lui, il se dit, maintenant, je vais faire un groupe, quitte à perdre des matchs et tout ça, mais je vais préparer quelque chose avec des nouveaux joueurs. Et ça va prendre du temps, c'est sûr et certain. Et comme il dit, maintenant, c'est peut-être plus laborieux au niveau du jeu et tout, mais je pense que c'est en préparant maintenant que les résultats vont arriver, que ce soit dans 6 mois, 1 an ou 2 ans. Mais on doit passer par là. Et qu'est-ce que tu penses de cette sélection, on va dire, qui se répète pour Domenico Tedesco? On a le sentiment que globalement, c'était toujours l'emballement au tout début. Et puis maintenant, il y a une forme de lassitude où les gens se disent, bon, il prend toujours les mêmes, il n'y a plus de risques, on a compris ce qu'il voulait faire. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Va écouter les dernières analyses médiatiques. Il en prend 26, il en prend jamais 26. Mais ce n'est pas mon avis, Sacha. Je te répète simplement ce que l'aspect médiatique global dit de dire, on n'est plus vraiment étonné. Je pense que c'était ton avis, puisque tu le dis comme ça. Je vous pose la question, monsieur Tavolieri. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous êtes comme ces gens-là, à dire qu'on se lasse maintenant très vite de ces sélections, parce qu'on sait déjà que les joueurs qu'il va prendre? Toujours une excitation palpable me concernant. Voilà. Je suis toujours très content de voir la sélection de Domenico Tedesco parce qu'elle est à chaque fois diversifiée, parce qu'il y a des attentes, parce qu'il y a aussi des déceptions, parce que beaucoup attendaient par exemple Maxime de Kuyper, certains attendaient également Connie de Winter, ils ne sont pas présents parce que selon le coach, ils sont pas encore au niveau pour être Diable Rouge, c'est très très bien, et parce que parfois aussi, il y a un petit peu des différences ou des étonnements sur pourquoi est-ce qu'il prend certains joueurs, il ne prend pas d'autres. Par exemple, Astor Vranckx en lieu et place, direct de Charles de Ketelaar, pas du tout les mêmes joueurs, pas du tout la même position. Que veut-il faire avec Astor Vranckx dans le groupe? C'est une question auquel il doit répondre lors des joutes internationales qui arrivent. Ouais, mais de Ketelaar est blessé. Oui, mais c'est justement le remplacer par Astor Vranckx. Pourquoi est-ce que tu prends un central, milieu central, au lieu d'un deuxième attaquant? Elle est où en fait? Moi, je pense que Vranckx, il vient plutôt pour remplacer Keita. Je pense que tu as raison, mais ceci dit, lui, en conférence de presse, il dit je prends en lieu et place Astor Vranckx pour Charles de Ketelaar. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec Charles de Ketelaar dans le jeu si dans son esprit, il a une vision offensive pour le joueur, tu vois? C'est bizarre parce que si tu prends Mandela Keita, c'est autre Vranckx, il a déjà joué un match et il jouait milieu un peu comme un Mangala. Effectivement, c'est pour ça que ce qu'il dit en conférence de presse est étonnant et que moi ça ne va pas avec ce qu'il a déjà fait comme acte. Et ça s'est déjà passé lors du précédent, la précédente trêve internationale où il avait, pris Vermeeren en lieu et place de Trossard, alors que c'est pas du tout les mêmes joueurs. Au final, Vermeeren a joué, on s'en souvient. Hein. Il a joué, je pense que c'était face à l'Autriche. Il avait été bon. Mais globalement, il prend toujours les mêmes noms. Globalement, à part il a pris quand même beaucoup de nouveaux noms. C'est ce que je te dis, Sacha, les dernières sélections. Mais donc, on va demander l'avis à Surcut ou moi, je pense qu'il a 40 joueurs qu'il a dans la globalité, on va dire 40 joueurs qu'il a vus qui sont intéressants. Et les sélections vont tourner autour de ces 40 joueurs. Vranckx, parce que c'est un top talent et il est bon. De Ketelaar, même chose. C'est des joueurs qui jouent quand même dans des grands clubs. Vermeeren, c'est quand même un top jeune joueur, donc c'est quand même l'avenir. Et il a quand même été champion avec Anvers en jouant tous les matchs. Il a gagné la Coupe de Belgique, il joue la Champions League. Donc, on sait bien que c'est pas un joueur qui va être titulaire en équipe nationale, mais sur 26 joueurs ou sur 30 joueurs ou sur 40 joueurs, dans ces joueurs, il va jongler avec ces 40-là. C'est ça que je voulais savoir. Sauf exception, un attaquant jeune de 18 ans qui met 15 goals en Première Ligue, et là, on va le sélectionner. Mais sinon, au niveau de
de la sélection, on va jamais, pendant les 3 ans qui vont venir ou les 2 ans, on va pas avoir de grands changements. Merci, c'est ce que je voulais amener. Je voulais avoir votre réflexion par rapport à ça, parce que je vous rappelle, les amis, quand même, que vous étiez tous à vous énerver sur Martinez, parce qu'il n'y avait jamais de changement. Mais il y a quand même eu énormément de changements ces dernières années. Il a fait un renouveau. Il a fait un vrai renouveau. On est obligé. Ça, là-dessus, on est d'accord. Attends, Tedesco, tu peux lui reprocher ce que tu veux. Et je suis pas là pour prendre sa défense. Mais tu peux lui reprocher ce que tu veux, et je suis pas là pour prendre sa défense. Mais quand il y a un nouveau talent et quelqu'un qui performe, souvent, il est méritoirement sélectionné. C'était pas le cas avec Martinez. Et c'était pas le cas avec Martinez. Merci de le dire. Attends, il a pas de gants alors, du coup. On vient d'en parler. Pourquoi ? C'est quoi l'argument de ne pas être sélectionné, ne fût-ce que d'être repris avec le... Peut-être c'est une question tactique. Martinez, c'était à chaque fois sa réflexion, question tactique. C'est pas un truc tactique, c'est que juste il aime pas le profil du joueur. C'est juste que pour lui, Kuipers peut rien amener en équipe nationale, c'est tout. Il a Lukaku qui bouge pas, il a Batshuayi qui est tout le temps sélectionné. Il a ses 3 attaquants. Voilà, il a ses attaquants. Il va pas prendre Kuipers pour faire plaisir à Gand ou pour faire plaisir à la Belgique. Mais donc, je veux pas me dire alors que Tedesco est un mec qui va surprendre par rapport à ça, vu qu'il sait déjà. Morata avec l'Espagne, il marque pas 10 matchs, on va quand même le sélectionner. Je veux dire, c'est comme ça. C'est un coach. Je pense tous est d'accord, il a amené un renouveau, mais globalement, s'il reste pendant des années, on va pas me dire, on n'a pas l'impression, et en tout cas c'est ce qu'il disait dans les médias, qu'on va être tout le temps surpris de ces sélections. T'es obligé de construire un collectif à un moment, tu vois. T'es obligé de construire un groupe avec des joueurs qui changent pas trop pour que quand il y a une trêve internationale, enfin parfois il y a plusieurs mois, genre 2-3 mois entre les trêves internationales, quand il y a une nouvelle, ils se connaissent déjà, il y a déjà des principes tactiques qui sont là, et il va pas prendre non plus 2 ou 3 nouveaux joueurs à chaque fois, juste pour dire, bon, bah voilà, t'as bien joué, viens. Et cette volonté, justement, enfin plutôt, ce qu'il a décidé, c'est-à-dire prendre 26 joueurs, ça va de cette volonté-là. C'est créer un groupe. C'est aller justement permettre à son équipe... C'est la première fois qu'il en prend 26, parce que sinon il en prend 24. Oui, parce que les enjeux sont moins importants. Aujourd'hui, on va tester des choses. Je pense qu'on pourrait avoir notamment un Deman titulaire au poste de latéral gauche, parce que ça fait quand même longtemps qu'il dit qu'il va lui donner sa chance et qu'il ne l'a pas encore fait, et que forcément on a un vrai problème au niveau défensif. Il y a toujours Arthur, bien sûr, qui pourrait y jouer, et on va voir un petit peu ce qu'il y a à faire avec Vertonghen. Mais bon, voilà, il y a un match amical qui sera passé au moment où cette émission sortira, donc on verra un petit peu ses choix. Mais non, globalement, moi je suis assez satisfait de ce que Domenico Tedesco fait. Mais donc ça te surprend qu'on dise, en tout cas dans certaines presses, qu'on dise, bon, on est déjà plus surpris avec ce que fait Tedesco. Ça te semble... Alors, il faudrait que tu me dises qui, et surtout que tu me dises quelle presse, parce que je comprends pas qui a commenté récemment la dernière sélection. On peut parler de notamment la RTBF, etc. Tu vois. Donc, et encore une fois, ce n'est pas mal. C'est juste la question à poser. Pour certains médias, dont la RTBF, il n'y avait plus vraiment de surprise. Ils ont commenté la dernière sélection. Moi, c'était la question que je vous posais. Ils voudraient voir qui? Ils citent des noms des joueurs qu'ils veulent voir, parce que moi, dans la sélection qu'ils donnent, pour moi, peut-être on peut être en désaccord avec certains joueurs qui ne sont pas repris. Lui, il mériterait d'être repris, comme Van Heusden doit être repris en équipe nationale. Non, mais ce que je veux dire, c'est que eux n'étaient pas, entre guillemets, dégoûtés qu'il n'y ait pas de joueurs. Ils disaient juste, bon, est-ce qu'on doit faire des heures et des heures à discuter de la sélection Tedesco, parce que pour eux, ils avaient le sentiment qu'il n'y avait pas vraiment de surprise. Et il a ramené 15 nouveaux joueurs. Il y a 15 nouveaux joueurs. Mais c'est ce qu'il disait par rapport aux dernières sélections, en fait. Depuis Martinez, il ne peut pas chaque fois amener 15. Je veux dire, on est la Belgique, c'est 11 millions de personnes. Le championnat belge n'est pas... Donc, je veux dire, il faut quand même faire en fonction aussi des postes que tu as besoin, des joueurs que tu as déjà. Il ne faut pas prendre tout et n'importe quoi. Quelqu'un qui joue 5 bons matchs, tu dois... il mérite d'être en équipe nationale. Maintenant, à un moment donné, je pense... Comme je crois que c'est globalement dans la presse, on s'emballe toujours comme ça aussi. On a posé, par exemple, la question concernant le dossier Thorgan Hazard. Thorgan Hazard, les journalistes ont demandé à Domenico Tedesco, quid de Thorgan Hazard, qu'est-ce qu'on fait? Il a répondu très simplement, excusez-moi, mais je mets qui dehors? Doku? Je le mets dehors? Après un but et 4 passes décisives face à Bournemouth, qu'est-ce que je fais avec les joueurs qui sont déjà très performants, qui jouent dans des niveaux beaucoup plus hauts que le championnat de Belgique et que je ne peux pas virer? Oui, à un moment donné, ça s'appelle une sélection. Et il faut savoir élaguer. Léoni n'a pas le niveau pour le moment. Van Heusden, il profite du fait d'être défenseur central. Et effectivement, il a été bon, mais voilà, là, il est blessé, il sera pas présent. Il tient pas. Physiquement, il arrivera pas à tenir, et je sais même pas s'il aurait été titulaire face à la Serbie ou même face à l'Azerbaïdjan. Et puis voilà, il y a des joueurs qui doivent encore progresser. Et progresser, ça veut dire faire le saut de qualité. En italien, on appelle ça il salto di qualità. Il faut montrer qu'on est meilleur dans un niveau d'intensité, d'impact, d'intelligence tactique, de positionnement, un autre niveau, autre chose
Qu'est-ce que tu es en Europe? Qu'est-ce que tu montres en Ligue des Champions? Comment est-ce que tu es, par exemple, face à Manchester City, face à Arsenal? Le haut niveau, la Belgique doit tendre vers ça. Et c'est pas en rappelant aux joueurs que oui, quand tu es bon 2 minutes face à Anderlecht pendant 20 minutes dans un classico, que tout de suite tu vas être sélectionné. On n'est plus là-dedans, là. Avant, c'était comme ça, à l'époque des Bardgour, etc. On pouvait le faire, les Van der Heyden, les machins. Ok, mais maintenant, on est passé à un niveau supérieur. Si on se conçoit comme une grande équipe, il faut savoir faire des choix inhérents ou à une grande nation. C'est tout. Et si je comprends bien, Sacha, les premières années, Martinez le faisait. C'est juste qu'on a reproché à Martinez, après X temps, de dire il ne renouvelle pas parce qu'il y a eu 2 échecs d'affilée. Il se passerait quoi si, imaginons, c'est un échec total à l'Euro? Comment vous voyez le truc? On continue avec ce même groupe qu'on peaufine, etc. Ou on essaie quand même quelques changements? Il faut voir la taille de l'échec s'il y en a un, tu vois. C'est quoi un échec? Ça dépend. Pour moi, voilà, c'est très intéressant. C'est quoi la définition de l'échec pour toi? Pour moi, ce serait un échec de sortir des phases de groupe, mais avoir le groupe. De ne pas sortir, tu veux dire ce serait un échec de sortir dès la phase directe. Oui, c'est ça, de ne pas être... Pour moi, ce serait un échec. Mais après, il faut voir aussi le groupe qu'on va avoir, il faut voir aussi dans quelle forme les joueurs vont arriver, quels joueurs vont arriver, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une blessure. Hein. Imagine, on n'a pas Lukaku. Eh ben, on aura Openda. Mais Openda qui a une mi-temps en sélection pour l'instant et ça s'est pas très bien passé. Je suis d'accord. Et qui devra reprendre un rôle de pivot. Écoutons un peu, Jonathan, pour te relancer, à quoi doit servir l'Euro pour toi de cette équipe Tedesco? Pour moi, c'est d'aller le plus loin possible parce qu'ils ont quand même des joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats et dans les meilleures équipes. Donc, je pense quand même qu'ils ont quand même un avantage sur certaines nations. Mais maintenant, je pense qu'il faut construire. C'est quand même la moyenne d'âge, elle a quand même fort chuté. Donc, c'est quand même une moyenne d'âge qui est quand même fort jeune. Et je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus. Et c'est sûr que pour moi, l'Euro vient un peu tôt. Je pense que Tedesco, ce qu'il fait maintenant, je pense que Martinez aurait dû anticiper avant et faire plus ça. Donc déjà, amener, pas toujours reprendre les 25 même et faire 1 ou 2 exceptions. Il aurait dû déjà amener 6, 7 nouveaux dans le groupe et garder sa base des 12, 13 joueurs, mais amener de la jeunesse avant pour préparer ça. Et malheureusement, ça a été fait trop tard parce que voilà, il a gardé ses idées. Et je pense que c'est ça qui a fait un peu défaut et que c'est maintenant, je pense que la Belgique a 2 ans de retard sur la progression. Et c'est pour ça qu'on a critiqué Martinez. C'est pour ça. Ouais, c'est ce qu'on lui reprochait. Le timing, Jonathan a tout à fait raison là-dessus, le timing n'est pas le même. En fait, on est sur une fin de cycle et un nouveau cycle. Tout ce qui arrive maintenant pour la Belgique, à partir de maintenant jusqu'à l'Euro, c'est du bonus, c'est de la qualité et c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir bâtir peut-être pour les 2, 4, 6 ans. Maintenant, c'était pas pareil. Quand, à un moment donné, Roberto Martinez, face au Maroc, décide de mettre Timothy Castagne dans une défense à 4, latéral gauche, pour se dire « Ouais, on va jouer sur le mauvais pied de Ziyech et tout », alors qu'Arthur Théâtre reste sur une superbe saison du côté de Bologne, et que tu peux lui faire confiance, et que tu peux l'essayer, et tu peux rester sur ton 3 défensif et faire quelque chose, tu n'as pas, à un moment donné, on va dire, comme c'est un Espagnol, les cojones d'aller le chercher. Là, on peut lui imputer. Mais ici, on est vraiment dans de l'expérimentation. La Belgique est d'un laboratoire. Je crois que vous n'avez pas compris parce que c'était pas du tout un reproche par rapport à Tedesco. C'est de dire de pas être surpris, c'est parce qu'il crée quelque chose avec le groupe qu'il est en train d'installer. Donc le fait de dire de pas être surpris, ce n'est pas non plus péjoratif. C'est de se dire voilà, il n'y a pas forcément de commentaires parce qu'on sait que, mis à part tu l'as dit, quelques petites surprises. Il est en train de construire un groupe de nouveaux joueurs et donc du coup, prenons un exemple, il n'y aura pas de surprise si à chaque fois on voit Al-Dakil, ces joueurs-là, tu vois. Moi, je pense qu'on peut avoir des surprises. C'est pas négatif, tu vois. Moi, je pense qu'on peut avoir des surprises encore. Et Tedesco est pas du tout, je dirais, le type de mec qui va pas faire des surprises. C'est un mec qui peut te mettre Mandela Keita titulaire à l'Euro s'il trouve qu'il est bon et que Lavia, il est pas prêt. C'est vrai qu'on peut pas lui reprocher ça c'est vrai. Parce qu'il a en fait, si tu veux, il a un truc qui est très allemand d'ailleurs, c'est chaque chose à sa place. Il est très méthodique. Un milieu défensif, pivot, dans un rôle de pivot qui fait la sentinelle, mis à part Romeo Lavia, il n'a que Mandela Keita. Donc possiblement, Mandela Keita a des chances d'être à l'Euro et en plus de ça, a des chances d'être quasiment le pendant. Aurel Mangala est un 6-8, mais qui joue, quand Sangaré, par exemple, à Nottingham, joue un petit peu plus bas, il est capable d'aller faire, tu vois, justement, aller chercher le pressing dans un rôle de perforation. Là, il a un autre rôle. Donc ce serait peut-être le rôle que pourrait avoir Amadou. Mais Amadou, c'est aussi jouer 6. Donc il est en train de réfléchir à plusieurs solutions
qui pourrait être très très utile pour l'Euro. Mais- L'idée, c'est le collectif. L'idée, c'est l'animation. C'est pas l'individualité. En Avec fait- Martinez, c'était l'individualité qui primait sur le collectif. En fait, je crois que Sacha ne nous a jamais dit, mais c'est le T2 de Tedesco, en fait. Ah, Il est en train de nous dévoiler. Il a les infos qu'on a. j'aime beaucoup Domenico, mais je ne vais Non, pas mais, vous le dire non, comme mais ça. c'est vrai, on va vraiment clarifier parce que sur les réseaux, ça peut vite tourner. On est très content d'avoir un coach qui ose des choses avec de nouveaux joueurs. La question n'était pas de Top. remettre ça en question. C'est top, c'est un C'est- jeune coach C'est un jeune coach. qui prend qui prend ses décisions avec lui et qui ne change pas. Enfin, c'est pas une girouette. Il assume ses choix et il fait en fonction, je pense, comme a dit Sacha, il essaye de préparer l'avenir pour au mieux. Donc, Oui, c'est ça. Et qu'en il fait, essaye. mais tu le sais mieux que nous, hein, Jonathan, c'est comment les gens peuvent vite s'emballer, la presse, etc. De se dire, tiens, comme tu l'as dit, un joueur a fait 4 bons matchs, pourquoi il n'est pas dans la sélection, pourquoi on revoit encore cette même structure, etc. Alors que, non, voilà, c'est un travail sur le long terme. Quoi, Si qu'il est en train de maintenant on passer. fait faire une équipe à quelqu'un, on va dire il faut mettre Doku sur un côté et Bakayoko sur l'autre. À eux deux, ils n'ont pas 150 matchs. Je veux dire, tu compares à plein d'autres nations, tu as des joueurs qui ont 500 matchs, des défenseurs. Donc, je veux dire, c'est des bons joueurs, des top joueurs qui vont devenir sûrement des excellents joueurs, mais c'est des joueurs qui ont encore tout à prouver. Maintenant, Doku, il est en train de le prouver maintenant. Doku, c'est maintenant, depuis 2 mois, qu'il prouve vraiment que c'est un top joueur. Et je me Avant rappelle ça, et tu sais qu'on se rappelle qu'en plateau, certains disaient que peut-être que c'était un mauvais choix à Man City. J'aime bien la replacer. de Ah temps en temps. non, c'est pas un mauvais choix parce P. que il faut remettre Le P, on il faut l'embrasse. remettre le truc, c'est ce qu'ils ont payé City, le transfert de Doku. C'est comme si un club belge achète un joueur 2 millions d'euros. Je veux dire, par rapport aux finances de City et tout, 50, 60 millions d'euros, Rien. ça représente rien du tout. Enfin, je veux dire, ils le voient même pas ça dans les dépenses. Non, mais Je veux dire, c'est un investissement. C'est Ça ça. va pas, c'est pas grave. Mais c'est juste que on c'est n'aura vrai rien que perdu. pour défendre un peu Patrick, qui est un autre chroniqueur, c'est que c'est vrai que à ce moment-là, on se demandait si ça allait le faire. On parle vraiment du début de saison avec Lui un se jeu- demandait si ça allait le faire. À ce moment-là, il se demandait. Mais Moi, la comme question d'autres, que moi, je j'ai, pense que c'est d'autres. comment il est Il y en avait blessé. plein qui se demandaient ça. Comment il a été blessé autant de temps et que maintenant il est plus blessé? Mais Moi, voilà, c'est la ça, question ça, que c'est je une me vraie pose. question. C'est Bon. le staff de City. Mais toi, hein. mais justement, Jonathan, tu aurais une réponse, toi qui as travaillé, qui a côtoyé les équipes pro au niveau du staff, etc. C'est quoi, tu penses que ça peut J'ai être un pas de problème réponse. ça peut Soit être un c'est- problème au niveau de. Soit c'est son hygiène de vie à lui personnelle qui était pas bonne, Ou c'est le staff qui est ou c'est le complètement staff pourri. qui était pas bon. Maintenant, on va savoir vraiment. Je sais pas. Peut-être qu'il y a eu un examen fait qui a décelé qu'il Mais- avait ces problèmes-là à cause de ça. Il y a Ouais, peut-être Clément. un truc, on a vu récemment, je crois que c'était après le match contre Man United, il y a une image qui était ressortie, il a l'air très épaissi. Et Ouais. donc c'était peut-être une différence de puissance entre le bas du corps et le haut de son corps. Et maintenant il a beaucoup plus retravaillé le haut, ce qui fait qu'il y a moins de différence. Et donc peut-être que ses muscles Ah, tiennent voilà. mieux. Ouais, Mais c'est c'est ça, parce c'est que ça, peut-être c'est il est mieux ça. géré Mais par ça, c'est un truc ouais, de par Attends, Guardiola. laissez parler, tu voulais Peut-être dire qu'il est quoi, mieux Miss géré par Guardiola. Au niveau du temps de jeu, regarde, il y a des matchs, il joue pas. Il rentre les 10 dernières minutes. Le match d'après, titulaire, il sort à la 60-70e. C'est peut-être le temps de jeu aussi. Il est mieux géré physiquement. C'est vrai que c'est Il travaille intéressant. mieux. Donc, Ça, Guardiola, moins de il est blessures. très fort pour ça, pour bien gérer le cycle des joueurs. Il fait toujours bien tourner, etc. Bon, après, Après, il y a eu quand même un petit problème d'hygiène de vie avec Jérémy Doku, il faut le dire, quand il était représenté notamment par Stellar. Il ne l'est plus aujourd'hui, donc je peux le dire. Il y a eu un problème avec l'hygiène de vie de Jérémy Doku, qui sortait trop souvent, qui était accompagné et mal accompagné. C'était très compliqué à un moment quand il était à Rennes, effectivement. Il vivait un petit peu, si je puis dire, la vie d'Aloca, quoi. Tu vois, il était à Miami chaque fois qu'il partait en vacances, il dépensait son argent à gauche, à droite, il allait dans les strip clubs, Bah, etc. excuse-moi, c'est une faute de Rennes, là, pour le coup aussi. Hein. Ok, mais. je veux La dire, restriction, oui, mais le joueur est quand même responsable. Et aujourd'hui, il s'est responsabilisé. Et comme tu le dis, aujourd'hui, il y a un équilibre musculaire qui a été créé et qui notamment a été travaillé par le staff médical de Manchester City, qui n'était pas là. À Rennes, il y avait vraiment une espèce de dysmorphie, on peut le dire. Il s'agit d'une dysmorphie entre le bas de son corps et le haut de son corps. Et aujourd'hui, bah, ça a bien progressé pour Jérémy Doku de ce point de vue-là. On va continuer les débats sur les Diables Rouges parce qu'on a déjà bien parlé, en tout cas sur le côté Tedesco et les équipes qu'il a, enfin les joueurs qu'il a sélectionnés. On va continuer du coup avec le prochain sujet. C'est Clément qui va nous en parler. Alors le MVP de la semaine, Clément, c'est parfait parce que Clément, il a très vite compris qu'il aime bien lancer, en fait, pas teaser, mais il aime bien amener le sujet parce qu'en fait, le joueur que tu as choisi, on va en parler dans quelques instants. Donc mon MVP de la semaine, c'est Axel Witsel. Un jeune talent. Un jeune talent, bien sûr. un petit crack. Bah, je trouvais que c'était intéressant aussi, de nouveau remettre la lumière un peu sur lui parce que ça fait quelques semaines que c'est très très bon à l'Atlético et c'est d'autant plus impressionnant
parce que c'est pas son poste de base. Witsel, au fur et à mesure de sa carrière, il est redescendu. Un bon soldat. Au Standard, c'était un joueur quand même un peu plus offensif. Il marquait quand même beaucoup plus de buts. Puis après, au fur et à mesure de sa carrière, il s'est plus muselé. Enfin, muselé, c'est pas le bon mot, muselé, mais il s'est plus transformé, on va dire, en milieu défensif. Muet, voilà. Merci, Sacha. Et maintenant, Atlético, défenseur central. Et force est de constater que c'était pas un mauvais choix parce qu'il est très très bon. Ça a été un peu plus compliqué au début, mais maintenant, je pense que c'était le temps en fait d'adaptation à un nouveau poste. Voilà, je suis très content pour lui. Il marque son premier but en plus. Qu'est-ce que tu as pensé de son match, si je peux me permettre, où il est buteur le week-end avant qu'on tourne? Je ne l'ai pas vu. Oh là là, l'enfant. Voilà, je vais être honnête. Je l'ai pas vu. Bref, par rapport à ce que vient de dire Clément, Mus, t'en penses quoi aussi? C'est un bon choix? C'est un bon choix, oui. Ouais, il performe bien ces derniers temps, mais c'est pas pour autant, mais on va revenir, qu'il doit revenir en sélection. Et ben voilà, Mus vient de lancer le prochain chapitre parce que c'était court, c'était bien, c'était concis, mais ça va vous permettre de prendre un peu plus de temps sur le prochain chapitre qui est concerné Axel Witsel et les Diables. Bon, c'est vrai qu'on lance des questions un peu. Est-ce qu'on devrait se poser la question alors que le joueur a clairement dit que c'était terminé, hein, Jonathan, sa carrière internationale. Mais malgré tout, vu qu'on voit ses prestations, on doit se demander est-ce que Tedesco doit-il tout faire pour faire revenir Axel Witsel? Après, voilà, comme je dis, moi, je suis pas partisan de faire revenir des joueurs, voilà, qui ont 95% de leur carrière derrière eux. Merci. Je pense que c'est pas ça qui va changer, que l'équipe nationale va être meilleure ou pas. Parce que c'est pas l'avenir non plus. Axel, peut-être que dans 1 an ou 2, il arrête le football. Je pense qu'il y a beaucoup de compétitions à préparer dans le futur, dont celle de l'Euro. Et puis la Coupe du Monde. Donc il va y avoir des compétitions et il y a un groupe à mettre en place. Et je pense que voilà, soit tu le prends en disant je le reprends et je lui fais une place dans les 25 s'il y a blessé, pour l'expérience, pour la cohésion de groupe, pour le leadership, pour avoir quelqu'un qui a vécu déjà ces moments-là. Pour tous les jeunes, je dis peut-être oui, parce que je veux dire, dans les 26, il n'y a jamais les 26 qui jouent, donc je pense qu'il aurait sa place et il pourrait quand même dépanner certains matchs. Mais sinon, je ne pense pas qu'il doit revenir. On rappelle que Witsel a quand même dit qu'il prenait sa retraite internationale. Donc il l'a quand même annoncé, il a fait un post Insta par rapport à ça et tout. Toi, tu le connais, vous avez grandi quasiment dans le même quartier, vous êtes proches, enfin, vous avez quand même, c'est quasiment des amis d'enfance, etc. Il y a quand même ce truc. Est-ce que tu le vois justement lui mettre son ego de côté en disant voilà, je ne serai plus le soldat de Martinez et puis je reviens quand même dans un autre... Est-ce que c'est le style d'Axel Witsel en gros de faire ça? Je pense qu'il va pas revenir. Je vois pas son intérêt de revenir parce que voilà, on a dit aussi avec Toby Alderweireld qui a gagné la coupe et gagné le championnat, il faut qu'il revienne en équipe nationale. Donc à un moment donné, si chaque vieux joueur refait des bons matchs et des bons trucs, tu dois les reprendre. Alors tu peux encore en faire revenir encore d'autres. Lui avait annoncé qu'il n'était pas forcément fermé. Pas vraiment fermé, mais je pense à un moment donné, je veux dire, il faut voir la réalité. La réalité, elle est où? Est-ce que ces 2 joueurs-là peuvent t'amener plus en équipe nationale dans le jeu? Est-ce que l'équipe nationale belge peut être plus fort et plus performant avec ces 2 joueurs-là? Oui, non. Moi, je pense que je pense pas qu'elle est spécialement plus forte, mais voilà, ça peut être intéressant dans différents rôles. C'est intéressant parce que alors je vais reformuler ma question et je lance Sacha puis après je vais entendre l'avis de Muse. Prenons un exemple concret. Donc là, on s'amuse à prendre 4 gardiens, comme on l'a déjà. Pourquoi pas imaginer enlever un gardien et prendre un Axel Witsel dans un rôle qui n'est pas, comme tu le disais, le soldat, mais plutôt un rôle d'accompagnateur des jeunes pour être dans un groupe, pour en tout cas amener son expérience dans de grandes compétitions. Est-ce que ça, par exemple, toi, tu verrais ce profil-là? Alors, je trouve ça intéressant sur le principe. Ceci dit, dans les faits, c'est très compliqué en termes d'ego. Et surtout, le groupe a déjà été trop loin dans la création et dans les moments qu'ils ont vécu ensemble pour ensuite installer un mec qui a quand même son identité, son histoire avec les Diables Rouges, le côté indéboulonnable. On l'a dit en début d'émission, c'était le premier nom qui était coché sur la feuille de match par Roberto Martinez. Oui, mais c'est ça, le premier nom qui était
coché, c'était vraiment Axel Witsel. Il avait ce côté indéboulonnable dans le rôle de 6 et tout, dans la vision football de Martinez. Aujourd'hui, Axel Witsel, il n'y est plus du tout. Donc le récupérer en espèce de pompier de service dans un cadre où effectivement on a beaucoup de blessés. Bon, c'est parce que la question se pose aujourd'hui, parce qu'effectivement, Van Heusden est blessé, Al-Dakil est blessé, Jan Vertonghen est incertain, on n'a quand même pas une défense qui est resplendissante et rassurante. Donc voilà aussi pourquoi on se pose ces questions-là. Mais dans un monde normal et dans la configuration d'un Euro qui arrive en juin avec une préparation, Axel Witsel, c'est non merci, quoi. Moi, je suis d'accord sur ce que Sacha dit, je le rejoins. Est-ce que Axel Witsel lui-même voudrait revenir dans cet état-là, me dire, moi, je performe à l'Atlético Madrid et en sélection, je vais me contenter d'accompagner les jeunes, être sur le banc, regarder et peut-être pas jouer. Est-ce que c'est intéressant pour lui, ça? Oui, c'est vrai, c'est une bonne réflexion parce qu'on se dit souvent peut-être que Jonathan, il va pas accepter ça. Oui. S'il revient, c'est pour jouer. Pour jouer et Mais est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, si on fait un axe central, Vertonghen... par exemple, si t'enlèves Bodard, tu sais le mettre dans la sélection, quoi. Enfin, je veux dire, Bodard... Tu peux le mettre dans la sélection, Amis, mais... supporter le Standard, j'adore Arnaud Bodard, mais je dis quand on a 4 gardiens... Il est dans la sélection, mais sur le terrain. Ouais, il va jouer. Lui, s'il vient, c'est pour jouer. Non. Il a quand même à l'Atlético, il est titulaire. Donc, s'il est titulaire à l'Atlético, il peut être titulaire en équipe nationale. C'est pas la question, ça. C'est pas de se dire est-ce qu'il a les qualités pour être titulaire. On sait tous qu'il a les qualités pour jouer dans l'axe central en équipe nationale belge. C'est pas, il le fait à l'Atlético, en Champions League et tout. Il saurait le faire à l'Euro avec les Belges. Mais est-ce que ce serait bien pour les Belges? Non. Pour les jeunes. Et puis même pour la vitesse, je veux dire, on dit depuis, ça fait 4 ans maintenant qu'on dit que c'est un gros problème de vitesse, l'axe central, c'est lent, c'est trop lent. Et on veut faire revenir Witsel, défenseur central, à côté de Vertonghen. Donc à un moment donné, si jamais on dit que la vitesse c'est un problème, tu veux faire revenir quelqu'un d'autre qui n'a pas de vitesse. Surtout avec un Tedesco qui veut jouer avec un bloc qui est quand même beaucoup plus haut. Voilà, Oui, donc je me dis à un moment donné, pourquoi en fait, la question, voilà, c'est comme ça dit, la question elle arrive maintenant parce qu'elle arrive maintenant, mais dans 6 mois, on parle plus de la même chose et je pense que voilà, il a fait son temps. Et... Mais est-ce que ça cache pas finalement, en fait, la vraie grande crainte, la vraie peur, et Sacha l'a mentionné, c'est de se dire, ok, on construit quelque chose de nouveau, mais purée, en défense, on est vraiment stressé. Mais on est vraiment stressé parce que là, il y a quelque chose. Parce que la qualité individuelle n'est pas là. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce qu'on est rassuré devant? Parce qu'on voit un potentiel, etc. Aujourd'hui, on ne voit pas de ligne d'horizon en défense centrale. Il y a des vecteurs de talent, des joueurs qui ont un certain potentiel et tout, mais on n'a rien d'affirmé, on n'a rien de confirmé. Comment on gagne une compétition? Comment l'Italie a-t-elle gagné le dernier Euro? Eh bien, Malik, je te réponds, ils ont gagné par une défense centrale de fer. J'ai envie de rajouter là-dessus comment l'Espagne a gagné la Coupe du Monde en 2010. Effectivement. Ils ont peu marqué, mais ils ont peu enqué aussi. Ils avaient une défense de fer. Mais je te rejoins totalement. Mais ça, c'est une vraie crainte, Clément. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que pendant des années, après le mondial, on a pas craché dessus, mais je vais dire, tout le monde disait, il a plus le niveau, il est trop lent, il sert plus vraiment à grand chose dans le truc. Ouais. Maintenant qu'il a repris sa retraite et que ça y est, il est plus là, on veut le reprendre pour jouer dans un autre rôle. C'est nostalgie en Belgique. Attends. Alors, je suis d'accord avec toi, mais là, ça ne se passe que dans la Belgique francophone du pays. Witsel, on l'a oublié, on était bien content de l'avoir oublié chez les Flamands. Et je travaille avec des Flamands, je peux te dire qu'il n'est pas question de parler d'Axel Witsel comme un retour. Pour eux, ils trouvent ça totalement what the fuck. Et Toby Alderweireld, un retour, eux aussi, ils trouvent ça illogique? Ça n'a rien à voir, parce que Alderweireld a réouvert la porte lui-même et est quand même un mec qui est très très important dans le championnat de Belgique, dans une position de défenseur central où t'as pas vraiment sa passe longue, etc. Witsel n'a pas la passe longue. Oui, non, mais ce que je veux dire, on revenait sur ce côté lenteur, etc. C'est aussi. Il n'a pas la passe longue, Clément. Est-ce qu'il a la passe vers l'avant même? Non, mais Alderweireld, il y a aussi ce côté un peu, on aurait peut-être un peu peur d'avoir cette lenteur. On a encore Jan Vertonghen qui est là pour nous rassurer pour tout ce qui est lenteur. Je me demande, est-ce que rajouter Toby aussi, voilà, c'est ça que je voulais savoir, est-ce qu'en Flandre aussi, ils auront conscience de ça? En fait, ce qui est dommage, enfin, c'est pas dommage, mais le problème, c'est qu'on a une versatilité dans le milieu de terrain qui fait qu'à un moment donné, on n'est pas à l'abri de bêtises, d'inexpérience d'un milieu de terrain ou l'autre. Si t'as pas un défenseur central qui est solide derrière, qui va pouvoir justement jouer à ce pompier de service, je sais pas ce qu'on va faire à l'Euro ou comment est-ce qu'on va peut-être se faire surprendre sur des bêtes phases, en fait. Tu regardes la France, et j'en parlais encore tantôt, tu regardes la France, Upamecano, Konaté, je veux dire, tout ce qui arrive maintenant,
Koundé. Enfin, C'est très costaud. drôle parce que sur les réseaux solide, sociaux, hein. C'est sur costaud, les réseaux c'est sociaux, costaud. on avait parlé brièvement de la France, qui pourrait être les favoris, l'Angleterre, la Mais France. c'est costaud. Et il y en avait quelques-uns quand même qui disaient, mais vous vous rendez pas compte, on peut quand même tenir face à la France. Mais Il non, dit à un moment donné, les gens, mais ils sont non, fous, hein. on Faut peut arrêter un tenir, peu. Non, on peut ça, c'est tenir du rêve, parce qu'on je a pense. de la qualité, un match de foot, on a de la qualité, on a des Doku, ils peuvent faire mal à la défense de la France. On a Lukaku, je veux dire, il a déjà quand même prouvé par A plus B que dans le monde du football, au niveau de ses goals marqués en équipe nationale, dans ses clubs et tout, il a rien à revendiquer. Et contrairement à certains, beaucoup lui reprochaient de ne jamais marquer face à de grands pays, etc. Regardez le goal qu'il met contre la France, il a marqué contre des grandes nations. Voilà, Oui, c'est donc quelqu'un c'est qui... pas un Du pied problème. droit ça en me- plus, hein. Mais quand je regarde la Son but. défense de la France et ce qui arrive à la France, c'est ça en fait, c'est ça qui est marquant. C'est que tu te dis, ah ouais, t'as Koundé, t'as Upamecano, t'as Konaté, l'autre Liverpool machine. Upamecano, machine aussi, il voit 2000 km/h, ils sont de la tête. La paire des espoirs. Hein. Simakan, Loukeba, titulaire à Leipzig. Excuse-moi, Ouais, mais nous, donc- on a un et- titulaire à Leipzig, on est Ceci là. dit, Sacha, Ah, toi ouais. qui les côtoies aussi beaucoup, il y a quand même de temps en temps des petites critiques dans les médias français par rapport à cette défense. Hein. J'avais déjà entendu certains de tes confrères qui se disaient « Ok, on sait qu'on a du talent, mais on a l'impression que ça ne matche pas encore trop bien collectivement en termes de défense. Bah, disons De que temps en temps, je c'est parle, hein. une autre façon. Tu parles de la France, hein, bien Oui, la sûr. France, la Oui, France. oui, effectivement, parce qu'il y a trop de choix. Et là se pose le problème inverse. Le Ouais. choix de luxe est tellement important qu'aujourd'hui, on se pose la question de la charnière. Et la complémentarité est certainement le vecteur le plus important défensivement. Tu t'as joué au football, c'est pas toi qui viens de dire le contraire. Ils en ont 10 qui peuvent jouer avec 10 le même profil. Et nous, en Belgique, on n'a pas un profil comme On eux. suit pour On n'a pas Après- un. Et on ne sait pas qui va arriver après. Muse. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, les gars, mais il faut pas oublier une chose, c'est que nous, on est un petit pays, on n'a que 11 millions d'habitants. La France, c'est peut-être 70 millions. L'Angleterre, c'est tout autant. On ne peut pas comparer notre vivier au vivier de la France, de l'Angleterre. Je suis d'accord avec cette remarque, mais je me souviens de l'époque, Je suis d'accord avec toi. pas des Pays-Bas d'aujourd'hui, mais il y a quand même une grande période des Pays-Bas où il y a un vivier. Et désolé, mais les Pays-Bas... Mais ça, c'est une génération miracle. C'est- Ça arrive une fois. Ouais, mais c'est une il y a eu- génération qui a duré avec plusieurs joueurs qui ont duré sur 10-15 ans. Non, Moi, mais je te attends, parle les de Pays-Bas, vraiment, regarde la défense des Pays-Bas. Van Dijk, Nathan Ake, Manchester City, Liverpool. Alors, on est dans un autre mais on a monde. eu- Stéphane Ah oui, non, non, Devray, mais Inter moi, Milan. je parlais du vivier hollandais qui Et qu'on a a eu- des années. Et qu'on avait compagnie, c'était bien. Hein. Ben non, mais c'était Ouais. très bien la compagnie. Hein. Ouais. Je veux on a dire, quand même solide. loupé. solide, rapide, il sait jouer. Mais je veux dire, depuis compagnie, 5 ans avant et 5 ans après, je veux dire, il y La a défense, plus, elle a Thomas régressé. il y a Vermaelen, plus un. Non, Thomas Vermaelen. Ben, c'est lent, c'est pas pareil. Je veux Ok. dire, compagnie, Après, c'est Vermaelen, machine, c'est. Ça dépend du type de match. Par exemple, le match contre le Portugal, c'était bien. Ah On ouais, avait contre besoin le de Portugal, il avait muselé on avait besoin CR7, de- j'ai jamais vu ça. défenseurs grands contre CR7. Ça a bien marché. Mais ça Non. dépend du type de match et du type d'adversaire. Ouais. Tu mets un Vermaelen, donc il y a 2-3 ans pour l'Euro, contre la France ou quoi. Je pense pas qu'il aurait fait le même Non, match. mais que- c'est- non, mais ce que incroyable, je disais, Voilà. Sacha, c'est ce duo en défense. On se souvient quand même que nous, on a quand même loupé, malheureusement, l'un de nos plus beaux duos. Si Compagnie et Vermaelen, à leur prime, étaient ensemble en équipe nationale, mais Et on compagnie. aurait été... Attends, le compagnie de Manchester City et le Vermaelen d'Arsenal. Si Ouais, t'avais on est cette d'accord, charnière- les gars. t'imagines cette charnière-là à leur meilleur niveau Mais maintenant. Oh là là là. Mais oui, ça Ouais, aurait été mais dingue. maintenant, il n'y a plus. Allez, parce qu'on parle dans les jeunes, parce que là, on dit il y a Doku, il y a Bakayoko, il y a Vermaelen. Donc, on cite beaucoup de joueurs de Ketelaar, Openda, mais en défense. Défenseur central. Wout Fass, On n'a pas, Championship, on n'a pas de Leicester. défenseurs qui ont. Ah non, Mais moi je te au dis les niveau. noms, hein. je suis pas en train de les juger. hein. non, je On est parle- d'accord. Il fait de sur le- l'ironie, il adore faire ça dans ceux l'émission. de 17-18 ans qui sont à la porte, qui sont vraiment. Qui jouent dans des grosses équipes et qui sont. Quand même, il y a quoi? Il y a un certain démarrail, c'est à vous les gars, les petites pépites là du Bayern Leverkusen. Un défenseur central Mbamba belge qui joue actuellement dans le groupe pro de Mbamba, Bayern. je pense que c'est ça. Comment Mbamba. Non, je non, pense. Mbamba, c'est Non, pas un ça central. C'est pas un central, c'est un 6. Il y en a un autre, Demarai, Ilkay Demarai ou un truc comme ça. C'est un Je t'avoue, défenseur je l'ai pas du central tout, qui a hein. été formé du côté du KRC Genk, qui est aujourd'hui un Belge international du 18, qui est dans le groupe de Xabi Alonso, qui est un super défenseur central. Mais De- effectivement, mis à part ça, de c'est un Win- peu compliqué. De Winter, je vais pas me Connu de tromper, Winter, mais- non, mais le nom est très bien Non, prononcé. mais donc, c'est par rapport au poste. Est-ce qu'on peut le mentionner, lui, par exemple? Moi, je pense que c'est un peu trop tôt pour lui. Moi, je l'aime beaucoup, mais je suis d'accord. Moi, je pense que avec De toi. Winter, ce sera pour après l'Euro. Parce que si on passe à De Winter, il y a De Bast qui passe avant. Donc si De Bast
c'est trop tôt pour lui. Est-ce que De Winter, il joue pas Winter, plus sur le pareil. côté au Genoa? Maintenant, il est quasiment DD, défenseur Ouais, droit. il joue à droite. L'entraîneur le fait jouer à Donc, droite. on n'a quand même pas beaucoup, tu vois, de possibilités. Allez, quand je vois, allez, je vais prendre Compagnie. Pour moi, c'est la référence parce que voilà, j'ai joué avec lui, j'ai commencé avec lui et pour moi, c'est un exemple. Mais je me dis, on n'a plus ça et je me dis, ça va être compliqué, tu vois, parce que maintenant, il y a de plus en plus de vitesse et de ça. Et quand je vois la défense, on est quand même fort lent. Il hein. t'impressionnait fort, Compagnie? Ouais, pour moi, le meilleur. Pour toi, c'est le meilleur ouais. joueur belge de la première ligue? Non, le meilleur joueur belge. Merde, C'est le meilleur joueur belge, je pense. Après, par rapport à ses blessures, mais je parle au niveau qualité et tout, je pense que c'est dans son registre, c'est le meilleur. Le meilleur De belge. tous les temps? Attends, Ouais, mais je pense, attends, ouais. ouais, ben, c'est intéressant parce qu'on a vu un débat récemment et certains en plateau disaient qu'il Allez, ne il va met- réouvrir la boîte de Pandore. C'est parti. Non, Allez, non, allez, non, allez, qui Qui mérite pas quoi? Non, mais c'était, on se posait la question qui était le plus grand joueur belge de l'histoire de la première ligue. Alors il y avait débat entre De Bruyne, Hazard, Compagnie, et il y avait, mais moi là où j'étais, C'est pas le même poste, c'est différent. oui non bien sûr, mais là Ah. là où c'était assez dans le débat, c'était, je sais plus qui disait ça, mais quelqu'un disait qu'il ne serait même pas dans les 15 dernières années dans le 11 C'est de Patrick qui disait ça. première ligue. C'est Oh Patrick sorry, qui disait Pat, ça. c'est encore sur Ouais. toi, mais je suis quand même pas d'accord. Le Compagnie au plus haut niveau, Ah, il avait dit est dans. Vidic, Ferdinand et un autre C'est joueur. au-dessus de Compagnie. C'est au-dessus de Compagnie. Non, il avait non, dit. ça, je suis pas d'accord avec ça. Jonathan Lejar, il est quelle heure on va pas dire l'heure parce qu'on n'est pas en direct, mais Non. Jonathan Lejar n'approuve pas tes propos, Patrick. Non, maintenant, Compagnie au top, je pense qu'il y a peu de défenseurs centraux qui savent jouer comme lui. Bah, en fait, il est dans cette case-là de Terry Ferdinand Vidic. Il est avec Il eux. est dans ce carré-là. Bah, pour moi, il est dans le niveau même de Ramos. Oui, hein. De Ramos, Son tous ces potentiel, je joueurs-là. trouve Pour moi, c'est des Non, joueurs. moi, je pense que- Ouais, c'est ça. Ouais, pour moi, c'est des joueurs intelligents. Il a une patte, il fait des transversales, il rate pas une passe. Physique. Non, moi, Il je casse pense que- les lignes avec le ballon, il monte. Pour moi, il est Non, rapide. moi, je pense hein. que Ramos, c'est quand même un cran au-dessus. Non, oui, ok, mais non, mais pour moi, au-dessus de Vidic, oui. Moi, je trouve. À son haut potentiel, Vidic. Compagnie, hein, son prime. Est-ce que je peux me permettre du coup d'incruster Thiago Silva ou Ouais, on va rajouter la pièce? fan de Chelsea. Forcément. Non, mais, ouais. mais par contre, est-ce que vous pensez qu'on pourrait retrouver dans les années à venir un profil comme ça, comme Ouais. Compagnie, comme Moi, je ça perds pas peut espoir. arriver Je perds pas Ouais. espoir. Ouais, il faut Pourquoi avoir pas espoir. mais- Ouais. Pourquoi pas, on Il va verra. avoir, Il n'y a que parce le temps que- qui peut nous répondre. Dans tous les équipes J'ai de pas jeunes l'impression et que Sacha tout. soit d'accord, hein, vu Ça la va mettre tête du temps, qui- le Blue, parce que moi, les jeunes du centre des équipes de jeunes chez les Belges, etc., voilà, il y a peut-être le petit Christian Kouam, qui est défenseur central du côté du Bayern Munich, qui a 17 ans, qui est en 2006, qui est intéressant, qui vient d'entrer d'ailleurs Dans le dans groupe l'équipe pro. B du Bayern. C'est intéressant, mais pour le moment, Vincent Kompany, à 17 ans, il était dans le grand Sporting d'Anderlecht titulaire, il a été titulaire dans le grand Hambourg, et il est devenu Il a lancé le qu'il grand est Man devenu, City. il a lancé carrément Manchester City dans la route vers le titre. On parle quand même voilà, avoir un autre Vincent Kompany. Un mec qui a une statue. Et moi, j'ai joué avec lui, donc donc je peux vraiment confirmer. Des joueurs comme lui, pourtant, j'ai été dans beaucoup de clubs et tout, j'ai vu des joueurs même, mais des joueurs comme lui, c'est rare. Talent générationnel. On utilise souvent ce je suis terme-là pour d'accord. parler de Bellingham Compagnie, c'en était un. et d'Mbappé, c'est ça, c'est un talent générationnel. C'est en plus de ça un garçon d'une intelligence folle, d'une éducation dingue. Il y a un truc chez, comme je l'ai déjà dit, chez Vincent Kompany, qui est de l'art de la réflexion pendant qu'il joue. C'est-à-dire que le mec était quasiment dans de la stratégie en un contre un et en même temps en collectif. Il était déjà entraîneur en étant joueur. Avoir ce niveau-là de réflexion maintenant en 2023 avec un type de joueur bien précis et tout, alors bien évidemment je rêverais qu'on y arrive, mais regardez le fossé dans lequel on est aujourd'hui. Passer de ça à Wout Faes, mais je veux dire à un moment donné on a dégringolé l'Himalaya. Mais quoi. c'est Je veux clair, dire, mais c'est clair. C'est terrible. Allez, Il faut croire. Faut y croire. Faut y croire, Il va y en comme il dit, avoir oui, un c'est ou ça. deux qui vont arriver pour la Coupe du Monde. on a vachement digressé, mais je voulais Ils savoir. attendent, j'attends. Bon, faut y croire quand même. On va pas non plus pleurer. Pour conclure ce chapitre voilà, de défense, Muse, du coup, il faut arrêter de parler de tout ça, de se dire est-ce qu'on ferait revenir des anciennes gloires, parce que ça fait toujours un peu rêver. Moi, je pense qu'une fois Ça que fait toujours parler. la page est tournée, ça sert à rien de revenir. Quand c'est terminé, c'est terminé. Il faut se projeter sur le futur, même si actuellement, on n'a pas les joueurs du niveau de Witsel, par exemple en défenseur central, mais il faut quand même tester. À quoi ça sert de revenir pour freiner la progression des jeunes? Ah, Quel est rien. le but? Olivier, mais du coup, je relance une dernière fois cette question. On doit se comporter comment alors à l'Euro?
On doit y aller en mode on verra ce Moi, qui se je pense passera, qu'il faut ou jouer on toutes doit nos juste cartes. apprendre. Il faut jouer toutes nos cartes. Comme j'avais dit là, il y a un mois, si on sort des groupes, c'est bien. Ouais. On dépasse les huitièmes, c'est très bien. On s'arrête en quart. Le reste, c'est du bonus. C'est tu veux bien, dire. c'est du bonus, voilà. Tu Mais dois, ça en doit fait, être l'objectif, ouais. Ouais, ça doit l'euro, être tu dois le l'objectif. jouer à fond. Et c'est en le jouant à fond que tu vas apprendre. Et il faut pas calculer surtout. Mais les joueurs qui vont jouer comme en défenseur central, c'est quand même pas des plocs. Hein. Et ils ont quand même 100 matchs de Première Ligue, ils ont quand même 100 matchs de Championship, ils Non, ont mais quand même je dis pas 50 ça, matchs en hein. Ligue 1. Non, mais je ça, veux dire, c'est sûr. c'est quand même des joueurs Et la qui ont déjà... Championship est loin d'être ridicule. Hein, Et ils ont déjà, je veux dire, il y a quand même des joueurs qui ont déjà quand même connu des grands matchs. Hein, quand on voit des gens comme Castagne, comme Timothy Castagne, qui à l'inverse des autres d'ailleurs est tout titulaire tous les matchs à Fulham. Fulham, hein. oui. Ouais, mais je veux Titulaire dire, tous les voilà, matchs. mais il joue des City, il joue des Chelsea, donc il a des... L'expérience des gros matchs, il l'a. Il a, je veux dire, tous les défenseurs, le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de défenseur rapide. C'est un problème. On n'a pas de force, enfin, on n'a pas de puissance et on n'a pas de vitesse. C'est là le petit problème qu'on a. En termes de joueurs de qualité, on a des joueurs qui savent jouer. On a Castagne, on a Carrasco, on a Vertonghen, on a Fast, on a Van Heusden. Tu trouves que Faz a une relance suffisamment Non, qualitative? je ne dis pas qu'il a une relance qualitative, mais on a tous des bons joueurs de foot quand même. Oui. Ils savent quand même, c'est pas des ploucs, quoi. C'est Ouais. comme des joueurs qui ont C'est pas Saint-Marin, mais heureusement. Voilà, on a quand même, Heureusement, ouais. ils ont quand même eu de la confiance de tous les coachs qu'ils ont eu. Donc s'ils jouent à Leicester, s'ils jouent à Fulham, s'ils jouent là, c'est quand même qu'ils ont les qualités. Mais pour le football moderne, à l'heure d'aujourd'hui, avec la vitesse qui arrive, les attaquants rapides et tout, on a une défense très lente. Et c'est là où on est en difficulté. Ouais. Sinon, le reste, voilà, ça va s'emboîter, ça va bien se mettre. Mais au niveau de la défense, il serait temps d'avoir des défenseurs un peu Moi, je suis puissants et d'accord. rapides. Et qui du coup, tu es viennent- d'accord Je aussi suis d'accord avec avec ce que vient de dire C'est certaines Mousamel. c'est certaines Donc, qualités par qui rapport nous plutôt manquent. à. Moi, je veux juste revenir sur les objectifs, c'est-à-dire finalement, c'est du bonus. Si on arrive déjà à passer les huitièmes, etc., c'est que du bonus. Non, ils peuvent très bien aller en demi. Ils ont les qualités pour. Je veux dire, il y a quand même des joueurs qui jouent, ils jouent tous dans des top clubs. Je veux dire, il y en a qui jouent à la Rome, à Leipzig, ils jouent à Milan, à l'Atalanta, ils jouent, ils jouent tous dans des grands clubs européens. Donc, je veux dire, ces joueurs-là peuvent créer aussi des exploits, peuvent aussi gagner des matchs, on les voit bien, ils jouent pas spécialement bien, ils gagnent. Donc, c'est pas un problème. Il faut miser avec eux, il faut construire avec eux, et c'est avec eux qu'il faut aller à la Coupe du Monde en les améliorant de 30-40%. Mais là, on est chapeau 2, quand même. Bien On sûr. est chapeau 2 derrière le Portugal, derrière l'Angleterre, derrière la France. Il faut quand même l'assumer aussi. En termes de qualité, oui. Ça veut dire que sur un malentendu, ça peut passer. Mais l'avantage, c'est que maintenant, tu as un facteur X. C'est-à-dire que tu as un joueur qui, à tout moment, peut prendre la balle et je vais marquer Jérémy Doku. Doku. Bakayoko aussi. Bakayoko. Et même Bakayoko Bakayoko. aussi, Et ouais. même Bakayoko. T'as Lucie Et même Luke Bakayoko. Bakio. Regarde Bakayoko le but aussi, qu'il met contre l'Autriche. Openda, dans Je un prends le bon jeu, ballon, parce que là, je te Openda, trace. le problème, c'est qu'Openda, il est un peu... Mais il est Perdu Il y a dans le Lukaku, système. et Il est dans l'ombre il n'y a dans le milieu. jamais aucun attaquant qui a su détrôner Lukaku. Donc, ce qu'on a fait avec Openda, le dernier match contre l'Autriche, Ouais, je trouve ça un peu c'était dégueulasse. Ouais, parce que C'est un c'est cadeau oui. empoisonné, non? Ouais, bien sûr. La Belgique, ils pouvaient en prendre 4 des goals, franchement, parce qu'ils ont eu vraiment de la chance. Ils n'ont rien eu comme occasion. Et le seul qu'on enlève, c'est Openda. Ouais. On va pas enlever Lukaku, bien sûr. Mais je veux dire, le seul qui n'a pas droit à l'erreur, c'est lui. Malheureusement, c'est tombé sur lui. Mais je veux dire, Openda, ce qu'il fait avec Leipzig quand même, il le fait pourquoi? Parce qu'il a la confiance. 18 matchs, 11 buts. C'est fort. hein. Ça, c'est- Dont 9 en Bundesliga, il est 3e meilleur buteur. Ouais. Donc c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, s'il fait ça à Leipzig, il peut le faire en équipe nationale. Le problème, c'est que là, pour l'instant, il y a Lukaku, mais Lukaku, je veux dire, En après plus- Lukaku, ça va être Openda. L'histoire l'a montré hein, qu'en équipe nationale, il suffit d'un déclic pour que tout se relance. On a la preuve avec Eden Hazard, qui ses premières sélections étaient très compliquées, et puis d'un coup. Non, mais encore une fois, l'idée et l'identité même de la Belgique, c'est celle du courage, c'est celle d'aller à un moment donné être plus fort que l'identité et les individualités. Le problème de Roberto Martinez, c'est qu'il s'appuyait trop sur la qualité individuelle de ses joueurs, sans justement penser et prendre globalement le problème, je veux dire en termes de collectif. Tedesco, il a pris le problème de la bonne manière. Il l'a réfléchi collectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas les individualités uniquement pour leur qualité individuelle, mais c'est comment est-ce que, en tant que groupe, on va pouvoir être plus fort. Et c'est comme ça que la Belgique doit se construire. C'est comme ça qu'elle va réaliser des exploits. C'est pour à un moment donné aussi se mettre dans un mindset, dans un état d'esprit qui va pouvoir en fait te permettre d'aller en sur-régime sur quelques
minutes, d'aller faire des différences avec des facteurs X, comme vous le disiez très bien, Jérémy Doku, Johan Bakayoko, Dodi Lukebakio. Voilà comment est-ce que la Belgique doit se construire. L'énergie qui est la nôtre, c'est bien plus celle, je dirais, qui a permis à la Belgique en 1986 d'aller chercher la petite finale face à la France, plutôt que celle de la demi-finale, je dirais, de la Coupe du Monde 2018, où là, c'était en fait comment assembler les stratosphériques joueurs ensemble. On n'est plus là-dedans. Aujourd'hui, c'est une autre base de réflexion. Et je vais prolonger là-dessus, ça fait vraiment le discours de Boomer. Je ne l'ai pas vécu le 86, mais pour moi, le match de référence où ce que tu décris est très juste, le courage et l'abnégation, c'est ce match. Celui où ils ont tous la chiasse, là, et qu'après ils vont courir. Non, mais c'est celui-là. Non, contre le RSS. Quand ils vont au penalty, ils vont tous chier parce qu'ils ont tous une. Non, moi je te parle du week-end de finale face à l'URSS, de la grande URSS. Ah oui, okay. de Berbatov, non pas Berbatov, je ne sais plus comment il s'appelle. Berbatov, c'était un petit peu plus. Ouais, c'était un peu plus loin. Non, je sais plus d'ailleurs, un grand joueur de l'URSS. Non, je sais plus. Bref, si vous avez le nom, n'hésitez pas à le mettre sur les réseaux. Mais vraiment, là, on a vu une Belgique qui ressemble plus à ce qu'on est, en fait, le courage, etc. Mais je pense que Tedesco fait bien. Et franchement, j'ai approuvé direct. J'ai dit ce qu'il fait à l'heure d'aujourd'hui avec la Belgique. C'est comme ça que la Belgique devait faire il y a déjà 2 ans. Malheureusement, il y a déjà 2 ans, il devait faire ça pas aussi grand ménage que maintenant. Petit à petit. Mais c'est comme il dit Sacha, à un moment donné, il y a des joueurs qui devaient spécialement pas jouer, mais ils jouaient parce que, ah ouais, lui, il peut peut-être m'amener ça. Mais non, à un moment donné, si je mets lui, ça veut dire que lui ne peut pas jouer parce que je vais mettre celui-là, parce que lui, il va courir pour lui, et il va être plus complémentaire avec ceux-là. Peut-être à la perte de balle, il va être plus là. Et c'est ce qui fait Tedesco, et je trouve que c'est vers ça qu'il faut aller. Je viens de regarder sur Internet, c'est Belanov. Grand joueur qui a eu, je pense, le ballon d'or. Grand joueur. Enfin, bref. Ça pas de gauche. Voilà. Il n'y a plus qu'à prier pour l'Euro. Enfin, pas prier, mais il n'y a plus qu'à espérer. Belanov, il a eu le ballon d'or en 1986, comme ça tu sais. C'est ça, ben voilà. Donc, l'année d'après la grosse nation. L'année après Georges Weah Non. En 95, non C'est pas Maradona en 86 Maradona qui a gagné en 86 Ah, on parle de 86. Ah ouais, on parle de 86. C'est loin. loin. Moi, je pensais comme les Français 96. Ouais, c'est un peu plus proche. Moi, j'ai entendu 96, c'est pour ça. Rapidement, messieurs, ce match contre l'Azerbaïdjan, il y aura beaucoup de changements, peu de changements, une équipe type, pas équipe Moi, je type. pense que contre l'Azerbaïdjan, on peut jouer avec l'équipe type, marquer un maximum de buts, faire kiffer, et voilà. Moi, je pense qu'il faut faire ça contre l'Azerbaïdjan. C'est la qualif. Il faut se terminer sur une bonne note. Contre l'Azerbaïdjan, chez nous en plus. Donc, on va pouvoir jouer mieux que sur le terrain pourri qu'on avait eu à l'aller. Ah, le champ de patates. Donc, voilà. On va pouvoir bien clôturer cette... Et faire la fête un dimanche pluvieux à Bruxelles. Bien magnifique, sûr, non? Ah oui. Mais pour terminer, Jonathan, avant de te laisser partir, on voudrait quand même t'entendre sur ton expérience internationale. Comment toi, tu as vécu le fait de porter le maillot de l'équipe nationale? Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas assez dit ce soir. On a quand même... voilà. C'est un honneur. C'est un honneur, comme je dis. En plus, j'ai pu faire partie de cette belle équipe et le renouveau de l'équipe nationale. Voilà, les choix, pour ma part, n'ont pas été les meilleurs. Je pense que si j'avais fait les bons choix à ce moment-là, j'aurais, comme je dis, été, à mon avis, dans la même lignée que Miralas, Nasser Chatli, au moins 50-60 sélections. Tu veux dire quoi, les bons choix? C'est quoi dans tes choix de club? Si j'avais pas été en Russie et que j'étais peut-être resté en Europe et que j'étais resté en Anderlecht, ou si j'avais été en Angleterre, à un moment donné, je pense que j'aurais fait partie de cette équipe-là. Voilà, après, c'est des choix que je ne regrette pas du tout parce que je ne vis jamais avec des regrets. Mais voilà, avoir pu participer à 5 matchs avec eux et dont avoir été homme du match, le match contre l'Autriche et paix de louanges de tous les pays d'Europe sur ma prestation, voilà, ça a fait chaud au cœur et au moins je peux dire que j'ai fait partie de cette génération dorée. Quand tu joues avec le maillot, justement, que tu es sur le terrain, tu te sens aussi... Il y a quelque chose, tu es galvanisé, il y a quelque chose en plus, en fait. Est-ce que tu as la grinta, comme il le dit? C'est la grinta. Tengo la grinta, por favor, hombre, bici, carajo. Non, mais c'est une très bonne question. C'est vrai que ça te transcende. Moi, après, je suis un joueur... pour moi, jouer par exemple Standard Anderlecht ou jouer avec la Belgique, pour moi, c'est presque plus chaud de jouer Standard Anderlecht que de jouer avec la Belgique. L'ambiance, le classico, c'est
c'est pour moi, jouer avec les Belges, c'est une satisfaction, c'est une réussite. Et c'est, Reconnaissance aussi. Ouais. voilà, une reconnaissance. Une fierté. Et voilà, une fierté de pouvoir remercier aussi tous les gens qui ont été aussi, comme mes parents, comme ma femme, comme tout le monde qui ont été toujours près de moi. Et au moins, c'est une satisfaction et aussi une Un trophée, reconnaissance. quoi. Voilà. C'est comme en un leur trophée. disant, voilà, ce que j'ai fait, c'est grâce à vous. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et si je représente aujourd'hui la Belgique, c'est aussi grâce à vous. Donc, c'est plus au niveau chaleureux, reconnaissance de ce que j'ai pu accomplir et aussi la récompense du travail accompli. Parce que quand tu es là, c'est que tu as été très bon. Et moi, je me souviens de Sacha de Jonathan Lejar sur le terrain. On rigolait beaucoup, tu sais, on rigole toujours de Kevin De Bruyne, en tout cas dans les pays étrangers, de se dire « Ah, il est tout rouge ». Mais c'est aussi, ça représente quelqu'un qui se tue à la tâche. Et je trouve que Jonathan faisait partie de ces joueurs-là aussi. Tu le voyais non-stop aller à fond, courir à fond. Ah, c'était un bosseur, hein. C'était un vrai bosseur sur le terrain. Moi, j'ai toujours adoré. Voilà, moi, je le disais tout à l'heure en off, mes souvenirs, c'est AB3, c'est mon adolescence, c'est le match face à Bilbao. Je sais pas pourquoi j'ai une fixette sur ce match, mais et voilà, c'était assez fantastique, effectivement. Et puis surtout, c'était le grand Anderlecht. Je veux dire, on parle quand même avec un joueur qui est dans le grand, qui a joué avec le grand Sporting d'Anderlecht encore, celui où il y avait encore Monsieur Van den Stock, il y avait encore bien évidemment également Herman Van Holsbeek, mais où le Sporting d'Anderlecht, ça représentait quelque chose de plus que maintenant. Il y avait l'identité, c'était une institution, c'était un peu comme le Real Madrid de Belgique, je l'ai dit dans la précédente émission, mais c'est vraiment ça. Et on est à côté d'un joueur qui a été un membre éminent de cette équipe et qui faisait des différences et sur lesquels on comptait énormément. C'était quand même, c'était l'Anderlecht de cette époque-là. Waouh, quoi. Est-ce qu'on se souvient un peu des noms? Il y a quoi, Lukaku, Tielemans commençait à arriver aussi un petit peu. Tielemans, Boussoufa, compagnie, Biglia. Écoutez un peu les noms, quoi. Même moi qui suivais pas forcément beaucoup le foot à cette époque parce que j'étais quand même un peu jeune, c'est des noms que j'ai entendus plein de fois parce que c'est des mecs qu'on marqué. Le moins fort, c'était Jan Polak, il était international tchèque. Mais d'ailleurs, quand tu regardes la fresque à l'Académie du Standard, il y a une grande fresque où c'est le Classico avec cette époque-là, de l'époque aussi du Standard qui est aussi une grosse équipe. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je te rejoins, on sentait aussi qu'il y avait un match qu'on attendait dans l'année, c'était ce match-là avec ces équipes-là. C'était ce Classico-là, oui, clairement. C'était fou. Mais en tout cas, merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous tous. Vraiment aussi, désolé, mais tu sais quoi, ça veut dire qu'on va te réinviter la prochaine fois parce que je pense que tu as quelque chose à dire sur les playoffs. Sur les playoffs. Parce qu'effectivement, tu l'as vécu de près et tout, mais c'est vraiment un grand sujet qu'on prendra le temps de le débattre parce que vraiment, on n'a pas oublié cette question qui est très intéressante, mais vous l'avez compris, l'actu des Diables, c'était important de le mentionner et de rester un peu plus longtemps sur ce sujet. Merci beaucoup, Jonathan. Mais tu reviens, tu reprends l'invitation une fois que c'est terminé. Merci à vous tous, à vous quatre, de m'avoir accueilli et encore super sympa de débattre avec des, on va dire, connaisseurs du football, parce que c'est quand même rare de nos jours de pouvoir débattre avec des gens qui ont une analyse quand même un peu plus large et plus détaillée sur certaines choses. Donc voilà, c'est toujours un honneur d'être parmi vous. Eh ben, franchement, ça fait plaisir partagé, mon frère. Ça fait super plaisir. C'est bien la première fois en plus qu'on reçoit ça fait toujours plaisir. On ne nous demande pas forcément à recevoir des louanges, mais de la part de quelqu'un qui a une grande carrière et qui sait ce que c'est le football, parce qu'on est des passionnés, mais on ne l'a pas vécu comme toi tu as vécu. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça de ta part. Donc merci infiniment. Merci encore à vous pour l'accueil. De ta présence. Il faut finir maintenant, là. Il faut finir sur le truc positif. Voilà, c'est sûr. On va finir sur un truc positif, Sacha, parce que merci encore de ta prestation, de ton honnêteté et comme d'habitude, de tes explications. Et comme dirait Domenico Tedesco, Arbeit. Pourquoi il a terminé comme ça? Pourquoi? On devait finir sur une bonne note. Mais on va terminer sur une bonne note parce que merci beaucoup Clément, merci beaucoup Nils pour vos avis aussi toujours un plaisir de passionnés et toujours aussi tranchés. Donc vous revenez prochainement, comme d'habitude. Vous savez où c'est, la maison elle est ici. Et merci à vous de nous avoir suivis comme à chaque émission. Je le répète, on est sur tous les réseaux sociaux. On a aussi notre podcast. Donc n'hésitez pas à aller écouter parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à réécouter, à revoir. Et vous avez aussi l'opportunité de simplement nous laisser des commentaires. Et de Apple Music, Spotify, on est dispo. Apple Music, Spotify, on est là, rien que pour vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Noir, Jaune, Rouge. Ciao, ciao.